Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Sony FX2. Alors je pense que ça vous a pas échappé qu'il y a un certain bashing sur ce boîtier là depuis sa sortie très récente. Alors bon, oui, c'est justifié forcément, hein, parce qu'on se demande un peu à quoi il sert ce boîtier finalement. C'est une chose déjà. À quoi sert-il vraiment, sachant qu'on a déjà deux boîtiers dans la gamme qui sont équipés du même capteur, hein, exactement, et dans l'ensemble des mêmes fonctionnalités surtout. Et puis évidemment l'autre point qui fait que il y a beaucoup de bashing, c'est le prix. 3200 €, non, ça va pas. Alors j'ai vu le podcast de Damien Bernal qui fait en partenariat avec IPLN là, hier, et il a montré qu'aux États-Unis, par contre, le placement de prix de ce produit est totalement différent. C'est-à-dire qu'il coûte, je sais plus, en gros il coûte 200 $ de plus que l'A7 IV. En Europe, là, on est à entre 8 et 900 € de plus que l'A7 IV et au moins 1000 € de plus que l'A7C2, qui sont donc les deux autres boîtiers de la gamme qui ont ce capteur de 33 mégapixels. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui fait quand même que ça étonne quand même beaucoup de monde qu'ils aient placé déjà ce boîtier à ce prix-là. Ensuite, ce boîtier en lui-même, pour lui trouver vraiment une utilité dans la gamme, faut se lever matin, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que Sony, retardant certainement pour des raisons de production ou j'en sais rien, hein, retardant la sortie de l'A7 V. Hein, puis les raisons de production, c'est que notamment l'A1.2 qui est déjà sorti maintenant depuis plusieurs mois, hein, visiblement ils ont beaucoup de mal à le livrer, hein. Donc la production de l'A1.2 prend du retard, et donc forcément sortir un A7 V qui lui va être vendu en volume évidemment beaucoup plus grand encore, ça doit être problématique, hein, je pense, pour Sony. Et donc en gros on a l'impression que pour nous faire patienter, enfin nous, je me mets pas dedans, hein, moi j'attends pas plus grand chose malheureusement de Sony, hein, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je me mets à la place des utilisateurs Sony. C'est quand même, on a l'impression que c'est pour nous faire attendre, quoi, et sortir un truc à tout prix pendant cette attente. Voilà, parce que vous avez à peu près tout ce qu'a ce boîtier dans un A7 IV et dans une A7 C2. Alors j'allais dire, il y a même pire encore, quoi, hein. C'est-à-dire que cette FX2, elle reprend heureusement le nouvel autofocus, enfin le récent, quoi, autofocus de Sony, c'est-à-dire pas celui qui est dans l'A7 IV, mais celui qui est par contre dans l'A7 C2, c'est-à-dire avec la puce IA en plus du processeur. Hein, et qui ouvre à des détections supplémentaires, et puis sans doute qui accélère un peu la mise au point, hein, par rapport à un A7 IV. Donc, j'allais dire heureusement, hein, quand même. Mais par contre, l'A7C2, lui, il avait récupéré la meilleure stabilisation de Sony, parce que celle de l'A7 IV est vraiment pas terrible. Et puis, quand ils ont sorti l'A7R5, Sony, ils ont mis une bien meilleure stabilisation, et cette A7C2 l'a récupéré, hein. Et pas la FX2, qui est un boîtier vidéo. Non, ils lui ont remis la même stabilisation que l'A7 IV. Sans rire. Bon, voilà, et ça le rend même incohérent en fait, ce boîtier, par certains points, hein. C'est plus qu'inutile là sur un truc comme ça, c'est de l'incohérence, hein. Là je sais pas ce que Sony a voulu faire, mais c'est quand même bizarre, hein. Alors, si on considère maintenant le boîtier en lui-même, hein, qui est un boîtier, un châssis vraiment vidéo, c'est une caméra et pas un boîtier à la base photo comme un A7 IV ou même un A7C2, ce sont à la base des boîtiers photo. Là, on a vraiment une caméra avec toute l'ergonomie qui va bien, hein, là pour le coup, hein, c'est-à-dire comme une FX3 ou une FX30, hein, chez Sony. Et il faut reconnaître à Sony quand même d'avoir une gamme comme ça dans leur gamme, enfin une sous-gamme, pardon, comme celle-ci dans leur gamme, qui manque par exemple chez Panasonic, hein, parce que là je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Panasonic qui font que de la vidéo, et plutôt que d'avoir un A1.2 là qui vient de sortir avec un boîtier quand même
penser plus photo à la base, ils aimeraient bien, je pense, pour le coup, Panasonic se mettre à sortir une ligne de caméra vraiment comme c'est Sony, là, comme cette gamme chez Sony. Donc ça reste quand même un point positif, bien sûr, pour qui fait essentiellement de la vidéo. Là où c'est étrange, c'est que par exemple quand on prend la FX3, elle a été créée avec le capteur de l'A7 S3. Et l'A7 S3, effectivement, moi j'ai toujours dit que c'était un boîtier pas tellement cohérent non plus, parce qu'alors lui il est pensé à 100% quasiment pour la vidéo avec un capteur 12 mégapixels, hein, mais dans un boîtier photo. Et là, quand ils ont sorti la FX3, là c'était très cohérent justement, pour le coup. Alors que là, c'est la démarche inverse, c'est-à-dire ils mettent un capteur 33 mégapixels qui, alors outre qu'il a 4 ans déjà ce capteur, mais à la limite, passons, c'est pas ça le plus important, c'est que plus on a de résolution en vidéo, plus c'est un handicap, hein, très clairement. Et donc bah, avec 33 mégapixels, on sera moins bien en vidéo qu'avec 24 mégapixels par exemple. Donc c'est quand même assez étonnant de venir mettre ce capteur dans un châssis vidéo, pensé pour la vidéo, vraiment. Alors ce capteur, il a des qualités, il a des gros défauts aussi, c'est-à-dire il cultive les extrêmes, ce capteur. C'est-à-dire qu'il est très bon en dynamique, même s'il a 33 mégapixels, je pense que c'est le meilleur, hein, de sa catégorie d'ailleurs. Il a une très bonne dynamique et une très bonne montée ISO. Alors dans cette FX2, en plus en vidéo, on a le double ISO, notamment avec un palier à 4000 ISO. Donc ça en vidéo c'est très utile pour le coup quand même. Il y a quand même ça, voilà, qu'il n'y a pas dans la 7.4 ou dans la 7C2 à ma connaissance en tout cas. Et donc voilà pour les points positifs de ce capteur, hein. Et en photo, parce qu'il peut quand même faire des photos finalement aussi, cette FX2, en photo il y a 33 mégapixels, donc ça permet quand même des recadrages déjà assez conséquents. Mais bon, hein, encore une fois, je vois pas qui va acheter pour faire de la photo plutôt ça qu'un A7C2 qui coûte 1000 € de moins. Là, il faut être un peu maso, hein, pour acheter ça pour faire de la photo principalement. Voilà, donc du coup, ces gros défauts à ce capteur, surtout quand on les regarde aujourd'hui en 2025, c'est là qu'il accuse aussi quelque part son âge. Hein, mais on va le voir, ce qui est inquiétant, c'est que Sony ne propose rien d'autre, hein, dans sa gamme, on va dire plus ou moins abordable, hein, c'est-à-dire avant les 7000 €, Sony ne propose aucun capteur qui a un rolling shutter à peu près acceptable, hein, et c'est le cas de celui-ci, hein, c'est le pire rolling shutter absolument de tout le marché, hein. Le capteur du XT5 lit au moins 2 fois plus vite que ce capteur Sony, quoi, hein. Alors bon, c'est un APS-C et tout, c'est juste pour dire, vous prenez un Panasonic S1 R2, lui il n'a pas de capteur empilé, en plus il a presque 44 mégapixels, je sais plus. Eh ben, il a un rolling shutter certes assez marqué comme justement le Fuji XT5, mais c'est au moins 2 fois meilleur, voire plus que ce capteur Sony. Donc ça c'est vraiment un défaut majeur de ce capteur. Et en vidéo, alors moi je sais qu'en vidéo le rolling shutter jusqu'à un certain degré c'est parfaitement acceptable, c'est-à-dire que est-ce qu'on a vraiment besoin d'un capteur empilé en vidéo? Je suis pas sûr. Moi le capteur empilé je le vois beaucoup plus en rafale, en obturation électronique en photo, puis pour aider l'autofocus aussi à aller plus vite, hein. Pour la vidéo, je pense qu'un boîtier qui a un rolling shutter très acceptable, ça suffit en vidéo. Mais par contre, il y a une limite à ne pas dépasser que ce capteur Sony dépasse dans les grandes largeurs, hein. Donc, à part faire un face cam comme ça, dès que vous allez faire une vidéo un peu run and gun, bah, bonjour les déformations de l'image, quoi, hein. Donc, bon, ça, voilà. Et puis, alors, si maintenant on parle de la cadence image, alors heureusement, le Sony A7 IV avait introduit sur cette gamme A7 la 4K à 50 ou 60 images par seconde, suivant que vous savez qu'on est en PAL ou en NTSC. Donc très bien, mais Crop 1.5.
ça avait déjà fait jaser à la sortie de l'A7 IV en 2021. Hein. L'A7 IV s'était fait bâcher par beaucoup d'utilisateurs et de présentateurs, hein, de youtubeurs, parce que c'était quand même étonnant, surtout que quelques mois après, Canon sort son R6 II, zéro crop en 4K 50-60, quoi, hein, comme par hasard. Donc voilà, et évidemment, comme il reprend tel quel ce capteur, ce FX2, bah, même punition. Donc recadrage 1.5 en 4K 50-60, ça vous oblige à changer d'objectif et à avoir finalement, si vous alternez entre la 4K 25 et la 4K 50 assez régulièrement, carrément deux parcs d'objectifs, quoi, on va dire. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Là, dans un boîtier, encore une fois, pensé pour la vidéo. Hein. Peut-être dans un A7 IV, c'est un peu moins embêtant, ou un A7C2, parce qu'on va faire au moins 50% de photos avec ces boîtiers et un peu moins de vidéos. Mais là, ça n'a pas de sens, franchement. Bon, bah donc voilà. Alors, le truc, deux petits trucs. Au niveau quand même des menus, parce qu'il faut aussi reconnaître quelques points positifs à ce boîtier, au niveau des menus, il a bien quand même l'interface qui va dans la gamme ciné de Sony et qui n'y a pas par exemple dans un A7 IV ni dans un A7C II. Vous avez vraiment un menu pensé pour la vidéo, hein, donc avec notamment les 6 fonctions principales qu'on utilise en vidéo, qui sont affichées vraiment en gros sur le menu, hein, qui est tactile et tout. Donc ça quand même, faut reconnaître que c'est bien, hein, quand on fait beaucoup de vidéos. Ensuite, il a un viseur. Et ça aussi, c'est un truc, c'est assez incompréhensible, quoi. Parce que Sony ne met jamais de viseur sur sa gamme ciné. Bon, soit. C'est vrai qu'en vidéo, on ne l'utilise pas souvent, le viseur, voire pas du tout. Hein. Et si des fois on l'utilise, c'est juste pour vérifier peut-être un cadrage, une mise au point, notamment quand on n'a pas un écran externe pour vérifier tout ça. Hein. Et bien, c'est vrai que des fois, avoir un petit viseur, ça aide. Mais alors là, je ne sais pas si vous avez vu l'engin, c'est pas un petit viseur, c'est un truc qui défigure complètement ce boîtier. Alors oui, il est orientable, super, c'est très utile je pense, surtout dans un boîtier vidéo, quoi. Il est énorme, il dépasse, mais alors que vous le quelle que soit la position dans laquelle vous le mettez, il dépasse du boîtier, mais c'est hideux, franchement c'est hideux, et puis c'est pas pratique au niveau rangement, parce que autant le boîtier il est très rectangulaire, donc il se range, je pense, enfin très rectangulaire, pardon, avec un grip hein, quand même, mais il se range assez facilement, je pense. Surtout qu'il n'est pas très lourd. Là, voilà, dans les points positifs aussi quand même. Hein, quand on voit que Panasonic nous sort sa nouvelle série S1 là, à 800 grammes le boîtier, là, on a un boîtier quand même bien métallique et tout, 660 grammes, hein, je crois. Donc là, là, bravo Sony, parce que pour le coup, ça reste quand même, je trouve, moi, important en fait. Alors, certes, si c'est un boîtier qui reste à demeure sur un trépied, c'est moins indispensable, on va dire, hein. Mais quand même, ça prouve que Sony, ils savent tenir le poids, hein. Ils le montrent très bien avec leurs objectifs. Et donc, en tout cas, avec cette FX2. Voilà. Bon, bah, là, je crois qu'on a fait le tour, hein. Donc, un boîtier inutile, franchement. Si vous n'avez pas besoin de toutes les dernières perfectionnements de l'autofocus, franchement, il y a le double ISO natif, effectivement, hein, mais voilà, si vous n'en avez pas trop l'usage non plus, franchement, prenez un A7 IV, c'est quand même beaucoup moins cher. Et puis, si vous voulez le nouvel autofocus, vous voulez une meilleure stabilisation en plus et tout, prenez surtout un A7C2. Enfin, moi, par exemple, là, bon, je me filme avec un APS-C. Mettons que je me dise, tiens, je voudrais quand même un boîtier plutôt plein format pour faire mes vidéos YouTube. Là, bah tiens, chez Sony, parce que chez Sony, alors oui, quand même, on va parler de ça, bien sûr, en fin de vidéo, mais chez Sony, il y a un parc optique délirant, donc moi, je veux ça pour faire mes vidéos YouTube, ou voir un peu plus, quoi. Bah, j'achète un A7C2, je vais pas acheter ce truc à 3200 €, ça n'a aucun sens, quoi. Hein, donc bon, bah voilà.
Merci Sony de nous faire patienter aussi bêtement avant la sortie de la 7.5. Bon, et donc, bien entendu, Sony, ils se permettent un peu ce genre de sortie ridicule en faisant patienter les gens parce que justement ils s'appuient sur leur gamme optique, entre leur gamme Sony qui est déjà très fournie et tous les opticiens tiers sans exception aucune. Forcément c'est un avantage massue, mais quand même attention parce que petit à petit les autres s'ouvrent ou vont s'ouvrir. Bon, ouais, c'est vrai que chez Canon on a un peu des doutes en plein format et c'est ce qui les sauve carrément Sony, hein. C'est vraiment quoi, parce que sinon bon bah Nikon ils ont quand même un petit peu ouvert, hein. Alors quand même pas à Sigma et surtout pas à la gamme hard de Sigma, ça c'est sûr. Par contre, bon, on a les Tamron, soit rebadgés, soit certains vrais Tamron. Je crois qu'on a des Viltrox aussi, hein, chez Nikon, qu'on n'a pas chez Canon, en autofocus en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà. Chez Panasonic, ben, on a tout Sigma, toute la gamme Art, donc quand même, hein. Donc voilà, et c'est sûr qu'ils ne vont pas pouvoir éternellement s'appuyer là-dessus, surtout quand on sait qu'ils brident quand même certaines fonctions dès qu'on met un objectif tiers en plus, quoi. C'est pas neutre de mettre un objectif tiers. Moi par exemple sur mon X-T5, j'ai le Sigma 10-18 f2.8. Il bride rien du tout dans le boîtier. Si j'ai envie de faire de la rafale maxi avec le Sigma 10-18, il fait la rafale maxi que peut faire le boîtier. Dans les fonctionnalités vidéo, il n'y a aucune restriction avec le 10-18 de Sigma, enfin voilà, puis avec n'importe quel objectif Sigma. Hein. Donc ça c'est la spécificité de Sony malgré tout, donc il faut quand même qu'ils fassent attention, là, cet argument il ne va pas tenir non plus éternellement. Bon écoutez, moi je disais au début de ma vidéo que je n'attends plus grand chose de Sony et cette sortie me confirme que je pense malheureusement être plutôt dans le vrai, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas capables de sortir autre chose que ça avec un capteur qui a déjà plus de 4 ans et qui en plus le mettent à 3200 €, s'ils ne sont pas capables de faire mieux que ça, il n'y a clairement pas grand chose à attendre de Sony. C'est-à-dire que les technologies qui vont vraiment bien, qui chez la concurrence se vendent entre 3000 et 4500 €, et ben chez Sony c'est 7500 €, c'est la 1 Mark II quoi, par exemple, hein. Donc je sais pas où ils vont là Sony, mais bon. Bah, eux qui étaient alors pour le coup leader, très clairement, moi quand j'avais acheté mon A7 III, je me souviens, c'était quand même le boîtier un peu révolutionnaire là, hein. Celui qui mettait à l'amende justement Canon et Nikon qui traînaient des pieds pour passer à l'hybride, et puis là on avait un super autofocus, on avait des super capacités vidéo, en tout cas pour l'époque, hein, bien supérieures à celles des réflexes numériques de Canon et Nikon, donc ils étaient vraiment novateurs. Et puis là, une rafale qui a 10 images par seconde, par exemple, c'était déjà très bien, quoi, hein. Bon, bah voilà. Alors aujourd'hui, ils sont carrément à la traîne, hein, mais pas qu'un peu, quoi, à mon avis, hein. On verra bien hein, s'il y a des sorties prochaines, mais je ne les vois pas nous avoir sorti ça là pour, je sais pas, dans 3 semaines, nous sortir la 7.5. Hein. Ça, honnêtement, ça sera encore plus incohérent, quoi. Donc, eh ben, écoutez, bon courage aux utilisateurs Sony, hein, tant que vous y restez fidèles en tout cas. Je vous comprends aussi parce que ça reste quand même une marque intéressante, évidemment, hein, ne serait-ce que par ce fabuleux parc optique. Mais bah, bon courage à vous quand même si vous attendez notamment un A7 IV qui soit très évolué par rapport à un A7 IV, parce que moi j'en doute beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, plaisir de vous retrouver, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner et merci d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés. Au revoir.